Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct dans l'émission spéciale sur SOS Docteur TV. Nous sommes bien sûr en direct sur le salon de la santé du bien-être de Lomé. Ça fait déjà plus de 3 jours que nous y sommes. SOS Docteur TV se donne l'agréable plaisir d'être au cœur de cet événement pour vous faire vivre les informations essentielles, ce qu'il faut connaître en matière de bien-être et de santé, bien sûr. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, on parle donc des pyramides des soins. Et il ne s'agit pas simplement d'aller à l'hôpital quand on tombe malade, mais il faut respecter une certaine procédure, une logique. Et pour en parler, on a donc notre invité du jour qui nous éclairera sur les facettes donc, de la pyramide des soins, bien évidemment, et comment il faudrait donc les respecter. Pourquoi il est important donc de respecter cette pyramide des soins. Nous sommes donc avec Madame Awate, présidente de l'Association des gestionnaires et administrateurs des services de santé. Bonjour Madame Awate et bienvenue. Bonjour William. Comment vous portez? Très bien. Super. On est très ravis de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Le plaisir est pour partagé. Parler de la pyramide des soins. Une thématique essentielle, pertinente, mais souvent ignorée au niveau donc des patients, pour ne pas dire de la population entière. Et donc avec vous aujourd'hui, on va aller beaucoup plus en profondeur sur la pyramide des soins, comment ça évolue et pourquoi on doit donc respecter cela. Et donc d'entrée de jeu, dites-moi, comment est né ce projet ambitieux-là? Merci beaucoup William, merci de nous donner toujours l'opportunité de nous exprimer sur des questions de santé. Alors, ce projet intitulé projet de sensibilisation de la population sur le système national de prestation de soins de santé du Togo est né sous l'égide de Agasto, l'association des gestionnaires et administrateurs des services de santé du Togo, bien sûr avec l'appui du ministère de la Santé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le système de santé fait face à de nombreux défis, oui, notamment la qualité des soins, l'accessibilité et l'efficacité des soins de santé dont la population a besoin. Et pour pouvoir répondre à ces défis, l'État togolais a pris un certain nombre de mesures dont nous pouvons citer entre autres la réhabilitation, la construction des établissements de soins de santé communautaires et le renforcement du plateau technique de certains centres hospitaliers pour véritablement pouvoir répondre aux besoins de la population et surtout pour pouvoir donner la chance à chaque citoyen de pouvoir se soigner sans difficulté. Alors, malheureusement, bien que ces mesures ont été prises, il y a encore des difficultés que nous avons constatées dans surtout les centres de référence. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que partout sur le territoire togolais, il y a des plaintes. Donc on estime que les centres de référence ne sont pas dans un état commode pour accueillir ces patients. D'autres estiment encore que l'accueil n'est pas au point comme il l'aurait souhaité. Et donc tous ces éléments nous ont permis à Agasto de se pencher sur cette question pour faire une étude, pour voir concrètement quel serait le problème malgré les différentes actions qui ont été menées, qui ont été entreprises par l'État. Et justement en ce moment, au cours de nos enquêtes de satisfaction, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une petite partie qui n'a pas été prise en compte, dont la compréhension même des usagers de nos hôpitaux, du système, de l'organisation du système. Et voilà d'où est né ce projet d'apporter la bonne information à cette population qui attend véritablement de nous. Voilà, magnifique projet quand même. Ça prouve qu'il y a une réelle étude qui a été faite donc, sur le terrain, bien avant donc, de mettre sur pied ce projet de sensibilisation. Et donc, je m'en vais tout de suite vous demander, après cette étude-là qui a été faite et la naissance donc, de ce projet-là, dont le lancement a été fait le 8 septembre dernier, maintenant, quels sont les objectifs que vous allez poursuivre sur le terrain? Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, c'est un projet un peu ambitieux, mais pas impossible.
Et comme objectif général que l'association poursuit à travers ce projet, c'est essentiellement de renforcer la compréhension du système national de prestation de soins et services de santé de la population. Alors, de façon un peu plus détaillée, on peut voir à travers cet objectif général aider la population à s'approprier davantage de ce qui se fait concrètement dans les différents centres de santé au Togo. De les rassurer de comment ils pourront, une fois les malaises dans la famille, comment ils pourront facilement accéder aux soins de santé et surtout aider les centres de référence à mieux gérer leur flux. Donc voilà de façon ramassée les quelques objectifs que nous nous sommes fixés à travers ce projet que nous pilotons. D'accord. Maintenant que le lancement du projet a été déjà fait, quelle sera donc la suite? À quoi doit-on s'attendre? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le lancement officiel a été fait le lundi 8 septembre. Alors, pour la suite, comme nous venons déjà de démarrer, ça justifie déjà notre présence à ce salon de santé et de bien-être. C'est la sensibilisation qui va démarrer. Et quand on parle de sensibilisation, nous avons l'intention, disons, nous avons programmé plusieurs activités. Alors, dans un premier temps, nous irons à la rencontre de la population togolaise. Et comme nous ne pouvons pas aller de porte à porte, nous avons opté pour la sensibilisation de masse en allant directement vers les professionnels de santé, les professionnels de médias, les leaders communautaires et toute catégorie de personnes ou toute catégorie de personnes qui pourra s'organiser pour que nous puissions passer l'information. Et lorsque ces catégories de leaders seront entretenus sur notre thématique, ils vont d'emblée s'approprier de ce sujet et à leur tour transmettre l'information, diffuser, partager dans leur communauté. Nous avons également, comme nous sommes en train de le faire en ce moment, prévu les émissions radio, les émissions télé, les spots en langue locale et en français pour permettre d'ailleurs à toute la population togolaise, même dans les coins reculés, de pouvoir cerner le message que nous sommes en train de véhiculer. Nous avons produit des prospectus, des dépliants que nous distribuons pour ceux qui peuvent lire. Et comme aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et surtout la jeunesse se retrouve la plupart sur les réseaux sociaux. Effectivement. Nous avons pensé également explorer cette piste en produisant des capsules éducatives sur la thématique que nous allons diffuser à foison sur ces réseaux sociaux. Donc voilà de façon ramassée ce que nous pouvons, ce que la population peut attendre suite à ce lancement. D'accord. Alors, vous allez donc nous expliquer comment est organisé le système national de soins, de services de santé. Alors, merci beaucoup pour la question. Il faut noter simplement que le système de santé est organisé sous forme pyramidale. De la base vers le sommet, nous avons dans un premier temps les unités de soins périphériques, les centres médico-sociaux et les centres hospitaliers préfectoraux qui constituent le premier niveau, le premier contact du patient, donc la base de la pyramide. Donc au niveau intermédiaire, nous retrouvons là les centres hospitaliers régionaux. Et au sommet de la pyramide, nous pouvons avoir les centres hospitaliers universitaires qui constituent, je dirais, le dernier recours, qui sont aussi appelés les centres de référence nationaux. Alors ça, c'est la description. Et à chaque niveau de la pyramide sanitaire, à chaque niveau tel que structuré, il y a un paquet d'activités qui est dédié et un plateau technique adapté à
aux activités dédiées à chaque niveau. On peut aller plus loin pour dire que quand on prend le premier niveau, ils sont essentiellement chargés des pathologies ordinaires. On entend par pathologie ordinaire les petits maux de tête, les abcès, les fièvres ordinaires et plein d'autres malaises que nous pouvons avoir en famille. Et quand on prend le niveau intermédiaire, comme les CHR, eux, ils jouent le rôle d'intermédiaire entre la base, le premier contact et les centres de référence. Et quand nous prenons les centres de référence, comme les CHU, ils sont essentiellement là pour s'occuper des urgences médicales et chirurgicales, des cas graves ou des soins spécialisés. Donc voilà de façon résumée comment le système national de prestation de soins de santé du Togo est organisé pour véritablement donner la chance à tout citoyen, à tout patient d'accéder aux soins dont il a réellement besoin à temps et à coût raisonnable. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct sur le salon de la santé et du bien-être de Lomé dans l'émission spéciale sur SOS Docteur TV. On parle donc de la pyramide des soins et avec nous, nous avons Madame Awate qui est donc présidente de Agasto, entendez par là, Association des gestionnaires et administrateurs de services de santé du Togo. Alors, madame, nous restons toujours avec vous pour le téléspectateur, citoyen lambda, qui nous regarde actuellement. Pour lui, comment ça fonctionne, tout ce que vous venez de détailler? D'accord, merci beaucoup. Et tel que je le disais, le système de santé est organisé sous forme pyramidale. Donc, le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Et le niveau primaire constitue le premier contact de tout patient. Alors, quand on parle du premier contact, il faut comprendre que lorsqu'un patient, un Togolais lambda, a des malaises ou a un problème de santé, il doit se diriger dans un premier temps dans une structure de niveau primaire. Et comme je le disais tantôt, nous pouvons retrouver les USP dans les quartiers, les CMS dans les villages, dans les cantons et les centres hospitaliers préfectoraux dans les préfectures. Donc, déjà, ça suppose que l'organisation est faite de telle sorte que le centre au moins qu'il y ait un centre de santé à proximité de la population. Et donc, quand un citoyen lambda a des malaises, il doit s'adresser à un centre de niveau primaire. Et le personnel soignant de ce centre, naturellement, va faire son diagnostic. Et c'est lorsqu'il, soit à l'étape là, il prend en charge totalement le patient et le patient retourne à la maison. Mais lorsque le personnel soignant de ces centres de niveau primaire estime que la pathologie, après diagnostic, ils n'ont pas le plateau technique nécessaire ou la technicité nécessaire pour pouvoir donner totalement satisfaction au patient, c'est eux qui décident de référer le patient au niveau supérieur. Et du niveau supérieur, tout dépendra du diagnostic avancé qui sera fait par rapport au patient. Et voilà, c'est toujours le personnel soignant qui décide d'envoyer le patient au niveau tertiaire, du niveau secondaire au niveau tertiaire. Mais il faut également noter que, comme je le disais, ça c'est lorsqu'on est dans une situation normale. Mais en situation de crise, par exemple, comme je le disais, lorsqu'un patient se retrouve dans un état dont la vie est critique, puis qu'une crise tout à l'heure, on ne va pas, par exemple, lui demander d'aller dans une unité de soins périphériques. Justement, c'est en ce moment qu'on peut, là on va parler d'évacuation, on peut évacuer directement un patient qui est en état critique, vital, vers directement les hôpitaux de référence comme le CHU. Là, on peut parler des soins d'urgence. Justement. Et généralement, dans les centres
dans les centres hospitaliers universitaires, nous avons principalement deux entrées. Soit c'est les urgences médicales ou les urgences chirurgicales lorsqu'il s'agit des accidents de voie des accidents de voie publique ou toute catégorie d'accidents. Et là, c'est clair que le patient peut quitter directement par rapport à son état vital, aller directement vers les centres de référence. Et lorsque le patient déjà arrive dans un état critique, les services des urgences sont là pour stabiliser et envoyer maintenant en interne. Ça, c'est un peu la référence interne de l'hôpital. Les services d'urgence sont là pour stabiliser et renvoyer dans un autre service spécialisé pour prendre en charge le patient. Quand je prends par exemple les urgences médicales, quand le patient arrive dans un état critique, a priori on ne sait pas si c'est un problème neurologique ou un problème de circulation sanguine ou un problème respiratoire. Donc c'est dans les services des urgences médicales que les médecins urgentistes font le premier diagnostic et décident maintenant d'orienter le patient. Après l'avoir stabilisé, décident maintenant d'orienter, d'envoyer le patient vers le service interne spécialisé. Et là, nous retrouvons les spécialistes de toutes catégories pour pouvoir prendre en charge totalement le patient avec le diagnostic possible. Voilà. Et là, déjà, prenons juste cet exemple-là où le patient se retrouve dans un état critique, vital, et on doit donc l'évacuer aux soins d'urgence, par exemple. Alors, je voudrais savoir, l'ambulance qui vient chercher le patient à ce moment-là, quel type de soins est administré donc au patient? Parce que souvent on parle de premiers soins, ce qui est communément répandu, mais on voudrait savoir quel type de soins seront donc la pyramide que vous avez dressée, quel type de soins précisément est donc administré au patient à ce moment-là avant d'arriver aux soins d'urgence. Alors, ça c'est véritablement, comme vous l'avez dit, si c'est l'ambulance qui vient chercher le patient en état d'urgence, il y a ce qu'on appelle les soins de premier secours. Déjà, ça suppose que la famille appelle l'ambulance. Il y a, soit c'est dans un hôpital, l'ambulancier va quitter, ou il y a certaines structures qui louent les ambulances. Lorsque la famille décrit déjà l'état de santé de la victime, c'est que l'ambulance doit, soit c'est une ambulance médicalisée, et dans l'ambulance, il doit avoir un médecin urgentiste, ou tout dépend de la description première, primaire de l'état de santé du patient ou disons du parent. Et en fonction de ce qui est décrit, lorsqu'on déplace l'ambulance, c'est que d'abord, déjà, il faut noter que c'est une ambulance médicalisée. D'accord. Et donc, le spécialiste du domaine qui peut stabiliser le patient en attendant son arrivée dans le service des urgences va accompagner. Et là, précisément, c'est les soins de secours. Donc, il y a quand même, ils sont formés pour ça. Il y a une manière déjà de stabiliser ou de mettre le patient dans une bonne position. Si, je donne un exemple, si le patient arrivé, s'il constate que la victime est dans un état, bon, on ne peut pas dire tout à l'heure, il est inconscient. Quand déjà la personne pique une crise, il arrive, il fait ce qu'on appelle, il fait le test du triangle vital. Et quand on parle du triangle vital, on a le test de conscience, le test de circulation sanguine et le test de respiration. Donc, premièrement, il va vérifier, voir si la victime est consciente ou pas. Et pour pouvoir vérifier si elle est consciente ou pas, il y a les techniques. Il peut appeler, c'est-à-dire poser des questions simples à la victime. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Juste des questions simples pour voir si la personne réagit. Si le premier niveau
la personne réagit, Dieu merci, elle est consciente. Mais si elle ne réagit pas, il peut aller loin, le secouriste peut aller loin pour essayer de pincer pour voir si la personne réagit. Voilà, ainsi de suite. Et ça constitue le test pour vérifier, voir si la victime est consciente ou pas. Et ainsi de suite. Il y a également les tests pour voir si là c'est un problème de circulation ou un problème de respiration. Ils sont formés pour ça. Et lorsque tout ça là est fait, il y a des positions dans lesquelles une position idéale en fonction du résultat obtenu de ces petits tests-là, il y a une position idéale dans laquelle on doit mettre la victime. Donc voilà, quand je donne un exemple, ça c'est vraiment un autre cours carrément, un autre aspect. Déjà quand la victime est inconsciente, tout de suite on demande d'essayer de libérer les voies aériennes avec des techniques et le mettre en position latérale de secours. Bon, c'est des termes techniques, mais il y a quand même une position pour faciliter la respiration pour la victime. Pour l'éviter des dommages. Voilà. Mais quand il fait le test et il voit que la victime est consciente, par exemple, il peut aller au-delà pour vérifier, voir, ou bien c'est un trouble circulatoire. Et déjà, quand il fait le premier test, et la conclusion, c'est que la personne est victime des troubles circulatoires, il peut décider, et s'il y a aussi des positions adaptées, il peut décider de le mettre en position demi-assise, par exemple, avec des pieds sur le dos, pour éviter le pire. Et de toutes les façons, ça constitue des urgences et donc il faut rapidement évacuer le patient ou la victime dans un service des urgences, dans un centre de référence. Donc voilà. D'accord. Maintenant, revenons à la pyramide des soins. Pourquoi doit-on forcément respecter ça? On a tellement d'intérêt à respecter la pyramide sanitaire. D'abord, quand je prends du côté du patient, je vais aller avec des exemples simples. Lorsque, malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui, quelqu'un qui a la fièvre, par exemple, ou bien a les petits maux de tête, et il se rend dans un centre de référence, il va dépenser plus. Déjà, le trajet, c'est des dépenses. En termes de prise en charge, je suppose que c'est un palud simple. Le coût du traitement d'un palud simple dans un hôpital de référence, ça n'a rien à voir avec le coût du traitement du même palud dans un CMS. Oui. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Je donne juste deux exemples. Oui. Au CHU, par exemple, quand vous arrivez, le carnet seul va vous coûter 2 000. La consultation, 2 000. Ça, c'est sans assurance. Ça fait 4 000. Or, en réalité, avec les 4 ça, c'est que vous n'avez même pas encore commencé par faire le traitement. Ce sont que des formalités. Les formalités. Ça vous fait 4 000. Or, quand vous allez dans une unité de soins périphériques ou CMS, le carnet, peut-être, on va vous vendre ça à 500. Ou même ailleurs, dans certains petits centres, c'est moins que ça. La consultation, ce n'est pas 2 000. Donc déjà, vous gagnez. Or, le palud simple, eux, ils sont spécialisés dans le traitement de ces paluds. Mais quand le patient se retrouve au niveau supérieur, tout de suite, le médecin a tendance à lui demander par exemple la radio, le scanner pour voir, puisque la personne a dit qu'elle ne se sent pas bien, elle a les maux de tête. Peut-être que c'est juste un petit palud avec des conseils, la fatigue et c'est terminé. Mais quand vous arrivez dans un CHU, c'est tout à l'heure le médecin
a tendance à vous demander le scanner. Pour lui, c'est comme vous avez déjà fait le parcours, ça ne va pas, c'est pourquoi vous êtes arrivé. Et imaginez-vous, quand on vous demande le scanner Oui. et on dit que c'est négatif, c'est la panique. Donc déjà sur le plan financier, le patient gagne. Sur le plan temps d'attente, vous avez marché, c'est-à-dire le patient, lui, il est venu normalement. Oui. Il est dans la queue avec ceux qui sont dans les urgences, ceux qui sont en état d'urgence. Il va faire ces formalités. Là, on ne peut pas distinguer. Ils arrivent devant l'urgence. Lui, on ne peut pas se permettre de le prendre en charge tout de suite. Et donc, en termes de temps matériel, Oui. il va perdre. Maintenant, en dehors de tout, pour la structure elle-même, je peux dire qu'aujourd'hui, la plupart des difficultés que les hôpitaux de référence ont et leur image est ternie, c'est lié à ce dysfonctionnement. Tout le monde se plaint que l'accueil, ça ne va pas, que l'hygiène, ça ne va pas. Mais pourtant, tous les efforts sont faits dans ce sens pour améliorer. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Et selon vous, ça peut être dû à quoi? Justement, lorsqu'il y a un flux de patients qui arrivent dans ces centres, et les urgences et les cas simples arrivent dans ces centres, la gestion du flux devient difficile. Lorsque les gens sont nombreux dans un environnement, il y a la production des déchets qui augmentent. Et comme je le disais tantôt, sur le plan accueil, celui qui est arrivé avec une petite pathologie, qui est là du matin jusqu'à midi 13h, on ne l'a pas encore reçu parce qu'il y a des cas urgents qu'on doit prendre en charge rapidement pour stabiliser parce qu'eux, ils sont en train de mourir. Lui, il va sortir se plaindre qu'il n'a pas été bien accueilli, qu'il est arrivé depuis 7h et jusqu'à midi, il n'a pas été pris en charge. Mais est-ce que ça dépend de quelqu'un? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a raison? Puisqu'on ne l'informe pas, on ne lui explique pas la situation. Il a justement raison. Il a raison. Et justement pourquoi nous avons le devoir en tant qu'acteurs de ces hôpitaux, en tant que spécialistes du domaine, nous avons le devoir de leur apporter la bonne information, de leur dire que voilà ce que vous gagnez si vous respectez le système mis en place par l'État togolais. Donc voilà, et je me dis, ça va de soi. Lorsque j'allais oublier ça, tout ce que nous venons de dire. En résumé, on parle de mécanisme de référence et contre-référence. C'est-à-dire lorsqu'on quitte de la base, les structures de base, et on réfère vers le sommet, c'est ça le mécanisme de référence. Et c'est justement pourquoi je dis que lorsqu'on respecte, le patient respecte ce mécanisme de référence, c'est que tout le monde sort gagnant. Et le patient, et le pouvoir public, et les acteurs même de l'hôpital, tout le monde s'en sort gagnant. Et le contraire, c'est la contre-référence. Au niveau du fonctionnement, j'allais oublier cette partie. Le contraire, c'est la contre-référence. Ça suppose que ça quitte du sommet vers la base. Et là, je donne un exemple. Supposons qu'une femme enceinte, naturellement, quand une femme tombe enceinte, a priori, il n'y a pas de souci. Elle s'adresse, le premier contact, comme vous venez de le dire, c'est la base. Elle fait sa consultation au niveau du CHP. Et le jour de l'accouchement, naturellement, elle va aller là-bas pour accoucher. Et malheureusement, ça traîne, ça ne fonctionne pas bien. Rapidement, on doit évacuer cette dame vers le niveau supérieur, comme le CHR. Et là, pour faire la césarienne, si dans le CMS, il n'y a pas le dispositif, pour le faire. Ne peut pas, puisqu'ils n'ont pas le plateau technique. Effectivement. Rapidement, il doit référer au niveau CHR. Et lorsque on fait la césarienne à la personne, et après 3 jours, on libère la personne. En réalité, ce n'est pas fini. Le suivi n'est pas totalement fini. Il faut toujours prendre les constantes. Il faut faire le pansement. Le CHR n'est pas obligé de garder la femme
Vous voyez un peu, le CHR n'est pas obligé de garder toujours la femme dans son programme. Après 3 jours, la libération normale, l'enfant, la femme, tout le monde se porte bien. On peut faire maintenant le dossier médical pour contre-référer, c'est-à-dire pour renvoyer la femme vers sa structure de provenance. D'origine, d'accord. Justement. Et pour dire au personnel soignant de là que voilà tout ce que nous avons eu à faire. Le reste, c'est le suivi des constantes, c'est le pansement, c'est les vaccinations. Et elle retourne à la base pour continuer les soins. C'est comme un rapport qui a été fait à son provenance. Voilà. Et c'est ça la contre-référence. Alors, Madame Awaté, nous tendons donc vers la fin de cet entretien. Quel sera donc votre message à l'endroit de la population pour pouvoir l'impliquer dans la réussite de ce projet-là? Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette question. Et à la population togolaise, je voudrais véritablement leur rassurer que le système de prestation de soins de santé tel que décrit n'est pas seulement une contrainte administrative, mais c'est surtout pour permettre à chaque patient d'accéder aux soins dont il a réellement besoin à temps et à coût raisonnable. Et donc, faisons confiance aux structures de soins périphériques. Que ce soit les soignants qui sont là-bas ou ceux qui sont dans les centres de référence, ils sont formés dans les mêmes écoles, dans les mêmes conditions. Ils ont les mêmes compétences. Et donc, nous devons véritablement leur faire confiance et désormais comprendre que notre premier contact, lorsque nous sommes à la maison, nous avons des malaises, c'est le niveau périphérique. Et c'est seulement le personnel soignant qui peut décider de nous référer au niveau supérieur. Et si réellement ce processus est compris et adopté par tous, nous avons l'assurance que nous allons véritablement participer à désengorger nos hôpitaux de référence. Nous allons mieux aider les décès du niveau dans l'exercice de leur fonction. Dans l'exercice de leur fonction, à mieux nous servir. Nous allons constater, nous allons participer, nous allons aider à donner un nouveau souffle dans ces hôpitaux de référence. Nous allons aider les dirigeants à fluidifier, disons, à mieux gérer le flux qui arrive dans ces centres. Et je souhaite vivement, j'invite toute la population togolaise à s'approprier de ce mécanisme et surtout à appliquer, à adopter, parce que, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Effectivement. Chaque vie compte, chaque minute compte, effectivement, et chaque action compte. Voilà. Et donc la population est donc tenue obligatoirement de pouvoir collaborer également avec vous, les acteurs de santé, pour retrouver bien sûr la guérison parfaite. On va le dire comme ça. Madame Awaté, quel sera donc votre mot de la fin? Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, la performance d'un système de prestation de soins de santé est assimilable à la performance de nos foyers traditionnels à 3 bras. Donc le premier, c'est les gouvernants, le pouvoir public. Oui. Le deuxième pilier, c'est les professionnels de santé. Et le troisième pilier, c'est nous, la population togolaise. Et donc, vous convenez avec moi que quand déjà une partie n'est pas fonctionnelle, la cuisson est presque impossible. C'est comme des maillons de chaîne. C'est les maillons de chaîne. Et c'est exactement de la même manière que nous devons voir notre système de santé. Lorsque un maillon n'est pas fonctionnel, ça agit sur tout le système. Et donc, que chaque acteur, en ce qui le concerne, fasse son travail. Les pouvoirs publics, les professionnels de santé et surtout nous, la population,
il faut qu'on s'approprie de ce mécanisme et qu'on fasse de ce mécanisme une réalité connue, comprise et véritablement adoptée à tous. Madame Aouaté, on rappelle que vous êtes présidente de l'Association des gestionnaires et administrateurs de soins de santé du Togo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission spéciale en direct du Salon de la santé et du bien-être de Lomé. On parlait donc comme thématique essentielle la pyramide des soins. On espère que vous avez pu donc comprendre l'essentiel de la chose et les démarches à suivre et pourquoi il est important de respecter la pyramide des soins. Merci à toutes et à tous pour votre confiance à SOS Docteur TV. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.